Bonjour à toutes et à tous, en ligne pour ta planète continue en direct depuis l'abbaye de Fontevraud et on va parler d'Afrique avec Étienne Girose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique. Alors qu'est-ce que c'est que le Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN? Qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est très simple, c'est une association qui regroupe les principales sociétés exportatrices en Afrique ou investies en Afrique, françaises, ou en tout cas ayant leur siège en France. Vous savez qu'il est maintenant difficile de déterminer la nationalité d'une entreprise. Donc nous, notre critère, c'est qu'il faut avoir un centre de décision en France. En France. Donc on peut avoir des groupes japonais, américains ou autres, mais qui ont leur centre de décision en France. Et donc ça représente à peu près 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 100 000 personnes, et ça couvre environ 80% du flux d'affaires entre la France et l'Afrique. D'accord. Et c'est la totalité du continent africain, je le précise. D'accord, oui. C'est-à-dire d'Alger à Cape Town et de Dakar à Djibouti, y compris Maurice et Madagascar. Très bien. Donc toute l'Afrique et toutes les entreprises françaises qui commercent avec l'Afrique. Question de clore. Bonjour. Quels exemples de grands projets de développement durable africain le CIAN peut-il se targuer d'avoir soutenu ces dernières années ? Est-ce que c'est le rôle du CIAN d'abord? D'abord, le rôle du CIAN n'est pas de développer des projets, c'est le rôle de leurs adhérents, de ses adhérents. Bon, néanmoins, on est là pour apporter une expertise aux adhérents, donc on sait à peu près quand même ce qui se passe. J'en citerai, je pourrais citer deux projets. Un projet assez récent qui est lancé par le groupe Bolloré, qui consiste à développer ce qu'on appelle une Blue Solution, c'est-à-dire en gros de l'énergie électrique à partir de batteries ou de capteurs solaires. Et l'électricité produite par ces capteurs solaires est stockée dans les batteries Bolloré qui équipent notamment, pour ceux qui connaissent, la voiture Autolib. C'est des batteries qui ne chauffent pas, qui ont une grande capacité de stockage. Et ensuite, cette électricité peut être restituée quand il y a des coupures de courant, ce qui malheureusement est fréquent en Afrique, ou ça peut créer des zones qu'on appelle des blue zones, dans des endroits ou des lieux où il n'y a pas d'électricité publique de fournie. Premier exemple. Deuxième exemple, car je pense que c'est dans le développement durable, c'est l'éducation. C'est un sujet qui nous tient très à cœur. S'il n'y a pas d'éducation, les Africains ne trouveront pas de travail et ça va gonfler la masse des chômeurs. Et deuxièmement, ça continuera à faire la promotion des expatriés. On n'a rien contre les expatriés, mais il faut aussi africaniser les postes. C'est une chose à laquelle nous croyons. Et donc, il faut que la formation soit en adéquation avec les besoins. Et donc, le CIAN a une action, cette fois-ci un peu plus générale et générique là-dedans, mais beaucoup de nos adhérents eux-mêmes ont développé des écoles propres et internes pour pallier quelquefois le manque de filières adéquates. Voilà. D'accord. Vous n'aviez pas dit 3, non? Vous avez dit 2 projets? Non, oui, non, mais sur l'éducation, il y en avait 2. C'était le truc générique et les écoles qui sont développées par les adhérents. Question de Rococo. Selon vous, le développement de l'Afrique passe surtout par des aides privées venant des entreprises. Pourquoi des aides? Je ne sais pas pourquoi il dit aides. Est-ce que ça passe surtout par les entreprises, le développement de l'Afrique? Ça ne passe pas surtout par les entreprises, si je puis me permettre. Ça passe que par les entreprises. Il faut bien être conscient d'une chose. Seule l'entreprise est créatrice de richesse. Ce n'est pas la doctrine que je fais, c'est de la réalité. L'État ne crée pas de richesse. L'État peut créer des emplois, mais pour payer les emplois, il faut bien que de la richesse soit créée ailleurs pour payer les impôts qui vont payer les emplois de l'État. L'État crée des emplois, mais pas de richesse. La richesse primaire, elle est créée par l'entreprise. Alors nous pensons au CIAN que, accessoirement, si l'entreprise est privée, ou en tout cas dans le secteur marchand, c'est plus efficace que si elle n'est pas dans le secteur marchand. Mais ce qui compte, c'est la notion d'entreprise, et secondairement privée. Et d'ailleurs, on a vu de la croissance, on n'a jamais vu de croissance exister sans entreprise. Par contre, on a vu la croissance se développer sans État. On peut le remarquer. Bon. Mais non, bien sûr. Donc l'État n'a pas, les entreprises, pardon, n'ont pas à aider ou à donner des aides. Les entreprises ont à faire leur travail, qui consiste à créer des produits ou des services, à les vendre et du coup à embaucher. Et ceci dans un contexte réglementaire, en suivant la réglementation, dans un contexte que je qualifierais de citoyen. Et l'État, il est là pour régler les règles, pour fixer les règles du jeu. État de droit. Fiscalité, juridique, etc. Et deuxièmement, de créer des infrastructures. Et troisièmement, je termine là-dessus, je l'ai déjà dit, le sujet le plus important, c'est la formation et l'éducation. Question de Casper. Quels sont les pays d'Afrique qui attirent le plus les investisseurs aujourd'hui? Alors, au niveau mondial, je dirais que c'est un tout petit peu, une toute petite préférence à l'Afrique dite anglophone.
C'est-à-dire, en gros, si vous prenez une carte, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. C'est-à-dire de l'Afrique du Sud au Kenya ou même un petit peu plus haut. La deuxième zone, c'est l'Afrique francophone, qui a une différence avec l'Afrique anglophone, parce qu'en gros, il n'y a que 3 langues sur le continent africain. Je rappelle que le continent africain, c'est 54 pays. C'est essentiellement trois langues majeures, qui sont l'arabe, le français et l'anglais, et c'est 34 monnaies. Car il y a 20 pays qui ont la même monnaie qui est le franc CFA. Donc, l'Afrique francophone, elle a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'elle a un passé, un historique, une proximité avec la France, qui a géré la décolonisation d'une certaine manière, qui est positive. Les gens vivent peut-être plus heureux dans ces pays-là que dans les autres. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'il y a une relation avec le business, avec l'entreprise, qui est un petit peu différente. La France est colbertiste. Ouais. Et donc, cette tradition française, c'est un peu retrouvé dans l'Afrique francophone. Dans l'Afrique anglophone, on est beaucoup plus business. On ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de repentance. On ne repense pas au passé, etc. Il y a un melting pot de races ou d'origine avec des gens qui vienned d'Asie, d'Inde, d'Europe, évidemment, et évidemment d'Afrique. Peut-être plus prononcé qu'en Afrique francophone. Et il y a, si je puis me permettre, un business-minded beaucoup plus fort. Voilà. D'accord. Très bien. Question de Vogel. Selon vous, l'Afrique francophone est-elle, on y revient, est-elle attractive pour de jeunes entrepreneurs français tels que moi, qui suis porteur d'un projet de station d'épuration d'eau à énergie solaire, mais qui souhaiterait pouvoir parler à des interlocuteurs au niveau des États, ce qui n'est jamais facile. Vous mettez votre réseau à disposition des entrepreneurs, est-ce payant? Merci. Ma destination rêvée serait la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Alors autrement dit, est-ce que votre structure est faite aussi pour les entrepreneurs, les créateurs, les PME, ou est-ce que c'est réservé quand même à une certaine taille d'entreprise? C'est pas réservé aux grands groupes, donc il n'y a pas de notion de taille d'entreprise. Enfin, on ne va pas prendre un artisan. Non, bien sûr. Mais là, typiquement... Et deuxième critère, donc il n'y a pas de critère de taille, en gros. Par contre, il y a un critère qui est l'implantation en Afrique ou un flux d'affaires en Afrique. Ou, je précise, la ferme volonté d'y aller à court terme. Ça semble être le cas de notre... Voilà. Donc là, on peut, effectivement, et alors les cotisations, nous ne voulons pas que les cotisations soient un frein, donc elles sont très modestes. Il y a les cotisations pour les grands groupes, il y a les cotisations pour les petites sociétés, qui ne sont pas du tout un frein, c'est quelques milliers d'euros, enfin, voilà de quoi on parle. Et donc concrètement, sur ce projet-là, qu'est-ce que vous pourriez être amené à rendre comme service à cet entrepreneur? Il peut déjà contacter, le CIAN travaille est organisé autour d'une quinzaine de commissions qui regroupent des centres d'expertise. Alors ça va d'une commission juridique et fiscale à une commission sur la sûreté, sur la corruption, sur le développement durable et beaucoup d'autres. Il y a des commissions géographiques aussi, sur l'Afrique australe, l'Afrique anglophone, le Maghreb, etc. Et donc, un nouveau venu, je lui conseillerais d'aller s'inscrire dans une ou deux ou trois commissions. Il va d'abord rencontrer des gens. C'est la première rôle du CIAN, c'est du networking ou des rencontres avec des collègues qui ont déjà vécu l'expérience. Donc, on peut développer des contacts. Et puis deuxièmement, une expertise où on peut quand même, il y a des publications, il y a des revues, il y a des rencontres, et donc il peut effectivement avoir l'opportunité d'enrichir son expérience. Oui. Question d'Africa. Quel rôle pour la formation professionnelle dans la stratégie de développement de l'Afrique, et où en est le projet d'e-learning amorcé, sauf erreur de ma part, par Fleur Pellerin et Arnaud Montebourg? Alors d'abord, la question de la formation, pour nous, elle est clé. C'est ce que vous nous avez absolument clé, je l'ai déjà dit. Nous avons fait au CIAN une étude statistique auprès de tous nos adhérents, qui représente, je vous rappelle, 80% du flux, donc vous voyez que ça couvre un large scope, sur les besoins des entreprises en recrutement pour les Africains. Il ressort que, d'une part, les filières de formation en Afrique ne correspondent pas correctement aux besoins de l'économie et donc des entreprises. En gros, pardonnez-moi de prendre un exemple un peu caricatural, mais on forme trop de sociologues ou d'historiens et pas assez de soudeurs. Je connais un pays que je ne nommerai pas, qui n'est pas un très grand pays d'Afrique en taille, où il y a quand même 5000 diplômés sociologues par an. C'est 4990 chômeurs à la sortie, je pense. En revanche, nous ne trouvons pas de soudeurs, et je connais des entreprises, un chantier naval par exemple, où on a 25
expatriés pour faire des soudures de haute technique et de haute technologie, mais parce qu'on ne les trouve pas sur place. Donc c'est absolument clé, car d'une part, ça ne fournit pas du travail aux gens, et deuxièmement, ça crée un sentiment de frustration auprès de nos amis africains. Donc ça, c'est vraiment pas bon, donc il faut absolument résoudre ce problème. Et donc, cette étude que nous avons menée arrive à la conclusion que, en gros, le cursus qui intéresse les entreprises, c'est Bac-2, Bac+3. C'est ça la fourchette. Il faudra bien sûr des Bac+5, +6, et il faut aussi des gens sans formation importante. Mais en gros, la grosse masse des gens qui peuvent trouver du travail, c'est cela. Et donc, nous, le CIAN et nos adhérents, nous essayons de passer des accords avec les instituts de formation ou les universités pour leur faire part de nos besoins en cursus, et eux-mêmes qui nous envoient des gens qu'on puisse prendre en stage et éventuellement après recruter. Donc oui, c'est totalement clé, oui. Question de Vanna, pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle du CIAM et plus particulièrement de la commission anticorruption qui a été mise en place? Tout à l'heure, vous nous avez parlé, vous avez cité le mot corruption. Alors là, concrètement, qu'est-ce qui se passe et en quoi vous intervenez? Eh bien, concrètement, nous donnons quelques conseils, d'abord des analyses juridiques et ensuite quelques conseils pratiques à nos adhérents pour ne pas basculer dans ce fléau qu'est la corruption, car nous pensons que c'est un fléau. Donc il faut d'abord analyser juridiquement les choses, et ensuite, il y a quand même des techniques qu'on ne va pas aborder ici, mais il y a des manières de faire pour essayer d'éviter de ne pas tomber dans ce dommage. Voilà. Donc oui, ça c'est très concret. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on n'a pas le choix? Non mais la corruption, d'abord, bien sûr, vous avez tout à fait raison, et la corruption, je tiens aussi à dire une chose, c'est qu'elle existe en Afrique comme elle existe ailleurs. Oui, bien sûr. Et il ne faut pas focaliser ce défaut sur ce continent-là. Il y a de la corruption dans d'autres continents, même probablement partout, avec des degrés divers. Oui, bien sûr. Mais il y a de la corruption partout. Ce qui est plus choquant, c'est quand la corruption s'exerce alors que le gâteau à partager est petit. La corruption reste mauvaise dans son principe, mais est moins agressive, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, très bien. Quand le gâteau est gros et que les gens n'ont pas l'impression d'être trop lésés. Sur le principe, ils sont choqués, mais ils n'ont pas l'impression d'être trop lésés. Quand il y a très peu à se partager et que c'est détourné, ça c'est difficile. Question de Lolita. Quel bilan dressez-vous de la présidence de M. Boutelier? En quoi êtes-vous en continuité, en rupture par rapport à ces actions? Alors il va falloir peut-être nous faire un petit rappel. Parce que, alors très simple, M. Boutelier Anthony Boutelier a été pendant 13 ans le président délégué du CIAN, juste avant moi. Je lui ai succédé il y a 2 mois et demi. Donc cette question est... je suppose, une petite mise en boîte. Donc évidemment, je ne peux que dire du bien de mon prédécesseur, pour la simple et bonne raison qu'il a fait une très bonne, ou des très bonnes mandatures, en ce sens qu'il a modernisé le CIAN, et deuxièmement, il a beaucoup dynamisé. Et une des fonctions du CIAN, c'est d'être le porte-parole de l'entreprise privée et du développement en Afrique. Et il a porté ça à un niveau élevé, et je m'inscris dans le chemin qu'il a tracé. Alors une autre petite pique dans la question suivante de Hurricane. Passer du groupe Bolloré au Conseil des investisseurs en Afrique, c'est un peu un grand écart, non? Je ne sais pas ce que ça veut dire, ou au contraire... Non, c'est pas un grand écart, puisque le groupe Bolloré est, parmi d'autres activités, très fortement implanté en Afrique. Je crois que le groupe est implanté dans 42 pays et nous employons 25 000 personnes en Afrique. Vous dites encore Je dis encore nous, vous voyez. Ça, c'est la Tamise. Il y a quelques scories. Et donc, si j'ai rejoint le CIAN, c'est plutôt parce que j'ai acquis, grâce au groupe Bolloré, une expérience de ce continent. Et j'y ai travaillé, en tout cas, je me suis occupé de ce continent pendant longtemps. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire cela pendant 15 ans sans aimer ce continent. Et donc il faut à la fois l'expérience du continent, de l'amour de ce continent et de la connaissance de l'entreprise. Et une question justement, quelle est l'empreinte que vous voulez laisser au CIAN? Est-ce que cette empreinte sera loin de la France-Afrique? Il fallait quand même qu'on prononce ce mot. Bien sûr. Le contraire m'eût étonné. Bon, d'abord, j'en suis pas encore à laisser une empreinte puisque j'arrive. Oui. Je commence à creuser le sillon et l'empreinte, on en parlera dans quelques années, si Dieu me prête vie, si vous voulez bien. En ce qui concerne la France-Afrique, ce terme a été galvaudé.
à la fois, je rejette ce qui est négatif dans ce terme, c'est-à-dire les réseaux, la barbouzerie, si vous voulez, le favoritisme, les choses pas claires, les avantages, etc. Ça, c'est pas l'Afrique d'aujourd'hui, et c'est encore moins celle de demain, qui est une Afrique moderne qui a confiance en elle. Le climat et l'atmosphère est totalement changé aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans en Afrique. C'est un climat de confiance et de fierté de soi, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a 20 ans. Donc la France-Afrique ne s'inscrit probablement pas là-dedans. Mais loin de moi l'idée aussi de rejeter ce principe ou cette notion de France-Afrique dans ce qu'elle a de bon, qui est que nous avons des relations, une proximité, des amitiés, et on se comprend entre une partie de l'Afrique, celle qui a été avec la France pendant plus d'un siècle, et nous. Donc, et pourquoi rejeter ça? Par ailleurs, il y a quand même la langue, qui est la même, et il y a la monnaie commune. J'invite tout le monde à regarder sur la planète aujourd'hui quelles sont, en dehors de l'euro, les régions du monde qui ont à 20 pays la même monnaie et la même langue. Donc il y a des bonnes choses dans l'histoire, le passé historique. Et j'invite toujours les Africains comme les Français à non pas oublier le passé, il ne faut pas l'oublier, mais à ne pas le ressasser et à revenir sur des histoires. Tournons-nous vers l'avenir. Aujourd'hui, l'Afrique est en train d'ouvrir une nouvelle ère de son histoire. Ben, tournons-nous vers l'avenir et investissons. Et je dis aux entreprises, osez, investissez dans l'Afrique. Alors, une toute dernière question. Ce soir, vous participez au débat autour de la projection du film Le Mur du Son. De quoi traite ce film et qu'attendez-vous de ce débat? En quelques mots. Le film, je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui. C'est simplement l'histoire assez magnifique de deux étudiants du Burkina qui ont inventé un produit et qui ont été le défendre à un concours aux États-Unis, dans un monde qui leur était a priori un peu hostile, en Californie je crois, dans un monde très américain. Ils ont dû défendre leur projet en anglais devant 25 autres projets, ils l'ont gagné. Ils ont donc eu une bourse, et je trouve que c'est le symbole de la PME ou des entrepreneurs africains qui ont le désir d'agir, et c'est comme ça que l'Afrique va s'en sortir. Et voilà pourquoi et cette fierté. Et donc c'est très encourageant, et maintenant il faut qu'ils réussissent. Merci beaucoup. Et alors bonne projection ce soir et bon débat. Et voilà, merci beaucoup de votre accueil.